Nous allons maintenant entamer la dernière session sur le SDAGE, sur la question de la gestion quantitative. Nous allons plutôt parler de rareté à ce niveau-là. On verra juste après qu'il y a aussi un autre enjeu à gérer, le trop-plein, on va dire. Donc je passe la parole une nouvelle fois à Adeline qui va nous parler de ce qui est présent dans le SDAGE à ce niveau-là. Merci. Je vais demander une petite aide technique à Jean-Baptiste pour projeter le diaporama. Voilà, merci beaucoup. Alors, effectivement, l'orientation fondamentale 4 du SDAGE traite de ces sujets quantitatifs et vise à anticiper les déséquilibres quantitatifs auxquels on va être confronté suite au changement climatique. Donc, jusqu'alors, le bassin a été peu impacté par ces déséquilibres, mais aujourd'hui, on est dans une perspective de raréfaction de la ressource en eau, et donc on est confronté à cet enjeu de maintenir l'équilibre entre d'un côté la disponibilité de la ressource et de l'autre la demande, tout en préservant les écosystèmes aquatiques. Et en parallèle de cette raréfaction, les projections climatiques indiquent également un risque d'augmentation de la fréquence et de l'intensité des fortes pluies qui peuvent avoir des conséquences importantes liées au ruissellement, et ça que ce soit en zone urbanisée ou en zone rurale. Donc face à ces enjeux, d'une part, pour être plus résilient, l'infiltration dans les sols doit être favorisée pour recharger les nappes tout en réduisant les risques liés au ruissellement. Et ça passe par la protection des zones les plus propices à la recharge des nappes par les collectivités et à mettre en place des programmes d'action à travers des techniques d'hydraulique douce comme la création ou la préservation d'éléments fixes du paysage, des haies, des noues, des fascines ou des pratiques culturelles qui participent à la conservation des sols, la couverture des sols, des labours perpendiculaires ou des techniques culturelles simplifiées. D'autre part, pour faire face à la diminution de la recharge des nappes et à la baisse des débits d'étiage, la priorité est avant tout de réduire les consommations d'eau et les prélèvements de tous les acteurs. Et donc pour cela, de mobiliser les outils de gestion collective des territoires, comme les PTGE, donc ce sont les plans territoriaux de gestion des eaux, et les SAGE également, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, qui peuvent assurer une concertation entre tous les acteurs face à cette problématique et qui peuvent être une garantie que le partage de l'eau répond à des enjeux d'intérêt général. Donc c'est ce que le SDAGE recommande, de se baser sur cet aspect de concertation avant d'engager d'éventuels moyens de substitution qui sont conditionnés avant tout à économiser l'eau. Merci Adeline. Pour illustrer ce point-là, je vais passer la parole à Francis Schneider, qui est du directeur territorial Seine-Amont à Sens, de l'Agence de l'eau, et qui va nous exposer son expérience des PTGE. Merci Francis, c'est à toi. Bonjour à tous. En effet, je vais vous parler des projets de territoire pour la gestion des eaux. Alors, je vais d'abord partager mon écran. Voilà, donc les projets de territoire et de gestion pour la gestion de l'eau et ce qui va avec souvent, ce qui est associé aux retenues de substitution. Ce qui est important, c'est quand même déjà de bien différencier les deux choses. Un projet de territoire pour la gestion des eaux, c'est avant tout une mobilisation de tous les acteurs du territoire. C'est de toute façon des projets qui ne peuvent émerger qu'à partir d'une mobilisation des acteurs locaux qui vont mobiliser tous les outils à leur disposition, qui vont aussi mettre en œuvre
un certain nombre d'engagements de tous les acteurs pour mener des actions en faveur de la qualité chimique et écologique du milieu et puis de sa répartition quantitative. Voilà. L'objectif finalement d'un projet de territoire, c'est d'accroître la valeur ajoutée du territoire lui-même. Alors, je vais vous parler donc dans le détail du projet de territoire pour la gestion de l'eau. Ce projet de territoire, c'est PTGE. Ils ont été définis par l'instruction gouvernementale du 7 mai 2019 qui définit un certain nombre de choses. D'abord, un PTGE doit être élaboré à une échelle sur un territoire cohérent d'un point de vue hydrographique. Donc, typiquement, c'est un bassin versant ou plusieurs bassins versants associés. Il doit rassembler tous les acteurs du territoire, quels que soient les usagers, les professionnels, les collectivités, bien sûr les agriculteurs qui font partie des professionnels mais qui sont des acteurs importants du territoire. Le pilotage, lorsqu'il y a un SAGE et donc une commission locale de l'eau, une clé, ce pilotage doit être assuré par cette clé ou du moins par un comité de pilotage issu de cette clé, avec une représentation de tous les usagers. Et puis enfin, un PTGE, c'est un projet qui, au final, est approuvé par le préfet. Alors, le préfet va approuver d'une part le diagnostic, la phase diagnostique, et puis au final, puisque l'objectif d'un projet de territoire, c'est de définir un plan d'action, eh bien, ce plan d'action sera également approuvé par le préfet. Les projets de territoire pour la gestion des eaux sont accompagnés par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Alors, c'est un accompagnement qui va porter sur les études qui peuvent être menées pour pouvoir élaborer ce projet de territoire. Et donc, il y a une aide de l'Agence de l'eau qui peut aller jusqu'à 80% du montant éligible. Voilà. Et puis, une fois qu'un PTGE a été approuvé par le préfet pour sa mise en œuvre, eh bien, on peut mettre en place une animation pour accompagner la mise en œuvre de ce plan d'action. Et cette animation peut être aidée à hauteur de 50% par l'Agence de l'eau. Voilà, donc ça, c'est les projets de territoire. Et puis, je vais parler des retenues de substitution. Et encore une fois, il faut vraiment faire la distinction entre ces deux éléments. D'un côté, les PTGE, d'autre côté, éventuellement, des retenues, puisque un PTGE, ce n'est pas le financement du retenu. Et on peut très bien voir des PTGE, des projets de territoire pour la gestion des eaux, qui ne déboucheront pas dans leur plan d'action avec un projet de retenue de substitution. Alors, là encore, on est encadré pour ces aides. On revient à l'instruction gouvernementale du 7 mai 2019 qui définit la démarche du PTGE. Il y a bien sûr le 11e programme de l'Agence de l'eau Seine-Normandie qui définit là aussi les modalités d'intervention de l'agence sur des projets de retenue de substitution. Et puis enfin, pour pouvoir financer ces projets qui sont à destination souvent malgré tout d'une activité économique. Et derrière, quand c'est de l'irrigation, c'est une activité économique agricole, eh bien, il faut un vecteur de financement. Alors, ça peut être le programme de développement rural régionaux, les PDRR, lorsque ceux-ci prévoient une ligne de financement correspondant, ou ça peut être éventuellement un régime notifié spécifique auprès de la Commission européenne pour pouvoir le financer. Et souvent dans ce cas-là, ce régime notifié, par exemple, va intégrer lui-même un certain nombre d'encadrements sur la façon d'attribuer et de financer ces retenues. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le concret. Alors, quand j'évoque un peu ces sujets, j'ai en tête un projet, le projet aujourd'hui sur le bassin Seine-Normandie, qui est un projet sur de PTGE Puiseaux-Vernisson, c'est situé dans le Loiret. Et donc, ce projet qui a été mené en 2020, mais qui remonte à plusieurs années, est constitué en fait d'un
d'un certain nombre de... Enfin, il y a eu beaucoup d'actions, il y a une vingtaine d'actions qui sont issues du projet de territoire. Et puis, parmi ces actions, il y a des actions de réalisation de retenues de substitution qui ont été financées par l'Agence de l'eau. Alors, je positionnais cet exemple puisque, en fait, une des choses importantes pour pouvoir avoir un financement de l'Agence de l'eau, il faut que ce soit une action collective. En l'occurrence, il s'agissait de plusieurs retenues, plusieurs bassins distincts. Malgré tout, ils ont été portés par une seule structure. Ça a pris la forme d'une CUMA, d'une coopérative. Mais en tous les cas, ça répondait à cette exigence d'avoir une action collective. Ensuite, les retenues doivent être alimentées par des eaux pendant une période très précise de l'année, dans les périodes de hautes eaux, par exemple du 1er décembre au 31 mars. Enfin, le projet doit tenir compte de l'adaptation au changement climatique, avec d'intégrer dans ces simulations une baisse du QMNA5 réduit d'au moins 10%, pour vérifier que dans cette perspective, on sera quand même en capacité de remplir ces retenues. Le projet ne peut être financé uniquement dans les zones de répartition des eaux, donc des zones avec des tensions quantitatives. Il n'y a pas de création de nouvelles ressources, ça c'est très important. On est dans une notion de substitution, donc on va venir remplacer une ressource qui vient peser sur, on vient remplacer des prélèvements qui viennent peser sur une ressource qui est en tension quantitative et qu'il va falloir venir soulager. Et puis, on n'a pas d'augmentation non plus des volumes ou des surfaces d'irrigation. Le volume créé doit se substituer, je le disais à l'instant, et en fait, on a même un ratio, c'est-à-dire qu'on va venir substituer plus que ce qu'on crée. Pour donner un exemple, lorsqu'on va créer un volume de substitution qui pourrait être utilisé au travers de ces retenues, eh bien, on va venir retirer 1,25 de volume des autorisations de prélèvement que pouvaient avoir les exploitants avant la réalisation des retenues. Alors, d'une façon concrète, l'assiette de financement est aussi limitée à 4,5 € par mètre cube. Voilà, ça peut être un facteur limitant parfois. Et le taux de financement, pour finir, eh bien, c'est un taux de financement de 40% qui peut être porté à 60% si la retenue a une fonction multi-usage, par exemple un usage d'irrigation et un usage de production d'eau potable. Voilà. Et puis pour finir, une illustration de ce que représente cette substitution. Finalement, lorsqu'on va créer un volume de 80 dans cette retenue, eh bien, dans l'impact, c'est qu'on va retirer un volume de 100 aux autorisations de prélèvement dont pouvaient bénéficier auparavant les exploitants. Voilà, j'ai terminé ma présentation et je suis prêt à répondre à des questions si vous le souhaitez. Merci Francis. Merci Francis. Je vais repasser d'abord, avant les questions, la parole à Anne Saint-Paul qui va nous expliquer le lien entre cet exemple et le projet de SDAGE. Oui, merci. Alors, hop. Voilà. Donc, cet exemple sur la mise en place des PTGE nous permet d'illustrer notamment la disposition 4.4.2 de l'orientation fondamentale 4, qui concerne la mise en œuvre des projets de territoire pour la gestion de l'eau, donc les PTGE. Donc concrètement, dans cette disposition, on nous dit que les services de l'État, les collectivités territoriales, leurs groupements et les financeurs publics doivent favoriser l'émergence et la mise en œuvre de ces PTGE
sur les secteurs qui ont des déséquilibres entre ressources et demande en eau, et également sur les secteurs dont l'équilibre quantitatif est identifié comme fragile. Donc, les services de l'État et les financeurs publics s'assurent également que le périmètre du PTGE est cohérent du point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Également, le PTGE doit être compatible ou rendu compatible avec l'objectif de préservation de l'équilibre quantitatif du territoire et de réduction globale des prélèvements, tous usages confondus. Donc, on avait cette disposition-là et également la disposition 4.4.3, qui nous demande de renforcer la connaissance du volume maximal prélevable pour établir un diagnostic du territoire. Donc, ce volume maximum prélevable, c'est le volume que l'on peut prélever sans impacter en fait, le milieu. Donc, la disposition nous dit que les services de l'État, les financeurs publics et les acteurs sont invités à fonder la mise en œuvre locale d'une gestion équilibrée des ressources sur un diagnostic partagé le plus exhaustif possible. Donc, un diagnostic des ressources en eau qui regarde donc les besoins liés au milieu d'une part et les demandes liées aux usages d'autre part. Donc, ce diagnostic, en fait, a pour finalité de définir ce volume prélevable maximal qui permet d'atteindre le bon état quantitatif des masses d'eau souterraines, de sécuriser aussi l'alimentation en eau potable sur le long terme et tout en respectant les débits d'objectifs d'étiage, donc les DOE des cours d'eau, pour assurer le bon fonctionnement écologique. Donc, ces DOE, en fait, c'est les débits minimaux à respecter pour assurer le bon fonctionnement écologique de ces cours d'eau. Donc, pour rappel, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez des remarques, des réactions vis-à-vis des dispositions du SDAGE, n'hésitez pas à aller sur l'outil de consultation en ligne. Voilà. Merci Yann. Donc c'est notre dernier temps de questions-réponses. Alors il s'agit de ne pas regretter de ne pas avoir posé de questions sur cette question notamment de gestion quantitative. On va commencer par une question que je vais poser à Daniel. C'est est-ce qu'il y a des actions déjà en cours sur notre territoire localement ou pas? Oui, merci Nicolas pour cette question. Comme on vous l'a présenté ce matin, qu'Anne-Louise Guillemin vous a rappelé la situation particulière de notre bassin des vallées de Marne, c'est qu'on est sur notre territoire face à une situation qui est un peu nouvelle, puisque l'état des lieux 2019 met en évidence un risque quantitatif sur une partie de notre secteur, ce qui n'était pas le cas précédemment. Même si certaines actions avaient été entreprises pour améliorer la question de la gestion quantitative sur la nappe de la Craie Nord, notamment sur le secteur de Reims, on voit dans l'état des lieux 2019 que deux zones nouvelles de déséquilibre quantitatif ont été mises en évidence par cet état des lieux, sur la nappe de la Craie centre et sur la nappe de la Craie sud qui rejoint le territoire de l'Aube. Et donc on se retrouve face à une situation un peu nouvelle, alors qui n'étonne pas les acteurs du territoire qui sont confrontés chaque année, ou en tout cas qui constatent chaque année des assecs de plus en plus fréquents sur une partie des cours d'eau du département de la Marne. Et donc, c'est une thématique nouvelle qui nécessite de mettre en place des opérations ou des actions spécifiques. Alors, sur la région Grand Est, le Conseil régional a souhaité mettre en place ou lancer une initiative, une étude prospective sur l'impact du changement climatique sur la ressource en eau de la région pour anticiper les politiques de demain. Alors, il s'agit d'une approche régionale, interbassin, mais qui va évidemment concerner une partie de notre territoire aujourd'hui. Et donc, cette étude prospective vise à évaluer l'impact du changement climatique sur la ressource en eau de demain, tant pour les milieux naturels que pour les différents usages. Donc, cette étude est en cours. Et d'un autre côté, plus spécifiquement avec un regard plus affûté sur la nappe de la Craie centre et sud, il est lancé également sous maîtrise d'ouvrage de la région avec le soutien de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, une étude spécifique d'évaluation des quantités prélevables
sur la nappe de la craie, de façon à anticiper au mieux l'impact de ces prélèvements sur la ressource en eau, puisque si la nappe de la craie a une ressource abondante, sa principale faiblesse, c'est qu'elle alimente en fait les eaux superficielles et qu'il s'agit de gérer au mieux les volumes d'eau prélevés pour qu'ils permettent malgré tout de conserver une vie normale, une vie aquatique, une vie piscicole dans une partie des cours d'eau de la Marne et de l'Aube. Et donc cette étude de gestion quantitative et d'évaluation des volumes prélevables, c'est une étude qui est actuellement lancée avec le soutien de l'agence et qui va permettre à tous les services, notamment les services de l'État, d'ajuster au mieux les autorisations de prélèvement qui sont accordées tant pour l'eau potable que pour les prélèvements industriels, que pour les prélèvements agricoles d'irrigation. Donc voilà les différents projets actuellement en cours. Et je voudrais quand même terminer cette intervention en soulignant que le SDAGE dont on parle depuis ce matin met en avant la nécessité de constituer un SAGE sur la nappe de la craie centre pour notamment gérer collectivement les prélèvements sur cette nappe de la craie en situation difficile. Et donc un des enjeux qui va concerner tous les acteurs du territoire sera de bâtir ce SAGE spécifiquement pour traiter de cette question quantitative sur les territoires dont je viens de parler. Voilà pour les actions en cours et l'enjeu affiché par le SDAGE qui nous oblige, en gros en tout cas, qui nous incite à constituer ce SAGE dans les 6 ans qui viennent. Et donc, ça veut dire mobiliser tous les acteurs concernés et en premier lieu les collectivités, bien sûr. Merci Daniel. Alors je vais poser une question cette fois-ci à Francis Schneider. La question que je voudrais lui poser, c'est pourquoi certains territoires sont-ils partis plus vite et par rapport à l'expérience que vous avez sur Sanamon, quels conseils donner à ces territoires et aux collectivités de ces territoires qui ont à gérer ces problématiques-là ? Pourquoi certains territoires sont-ils partis plus vite et par rapport à l'expérience que vous avez sur Sanamon, quels conseils donner à ces territoires et aux collectivités de ces territoires qui ont à gérer cette problématique-là ? Alors, en fait, ces territoires, s'ils sont partis plus vite, c'est surtout parce qu'ils sont partis avant. Et pour le projet de PTGE Puiseaux-Vernisson, en fait, le projet avait démarré bien avant. Ça faisait même, on va dire, pratiquement une dizaine d'années qu'il était déjà sur les rails. D'ailleurs, en 2015, il y avait déjà eu une instruction gouvernementale qui avait précisé les modalités d'intervention du PTGE. Et donc, ça a été vraiment dans cette continuité. Donc, rapide, oui, mais parce qu'ils étaient partis avant. Et puis, un autre exemple, puisqu'il y a un autre projet qui est en cours, là, qui est en émergence, c'est le projet de PTGE du Serein et de l'Armançon. Ce projet a débuté plus récemment. Il a débuté après 2019, au moment de l'instruction gouvernementale. Il va partir sur la phase étude, puisque nous venons de débloquer le financement pour la phase étude. Et ça a été une mobilisation à un moment des acteurs. Alors, l'effet déclencheur, typiquement, on était dans une situation à l'amont du Serein et de l'Armançon en Côte d'Or avec des grosses problématiques quantitatives et notamment avec des impacts sur l'abreuvement des bétails et donc un impact potentiel sur la pérennité des exploitations d'élevage sur ce secteur. Et donc ça a été certainement un effet déclencheur, mais derrière, ce qui est important, c'est que ce soit vraiment l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés et sur l'ensemble du bassin. Merci beaucoup Francis. On va terminer par des questions que nous avons eues sur la plateforme internet. Je vais les poser au siège et à Adeline ou à Jean-Baptiste au choix. Donc la première question, c'est avec le changement climatique, beaucoup pensent que les ouvrages permettent de retenir de l'eau.
Donc les ouvrages, c'était les ouvrages dont on parlait au début, qui limitent la continuité des rivières. Et la question est, que prévoit le SDAGE pour communiquer envers le grand public sur la RCE, donc les questions de continuité écologique. Et deuxième question, mais je pense auquel on a répondu déjà, c'est que prévoit le SDAGE sur les retenues collinaires. Et effectivement, je pense que Francis a été clair là-dessus. Donc je poserai la première question donc, sur que prévoit le SDAGE pour communiquer envers le grand public sur la RCE. Jean-Baptiste ou Adeline, à vous de jouer. Sur la partie, sur la communication auprès du grand public pour la continuité, la restauration de la continuité écologique, donc dans le cadre de ce qu'on appelle la politique de continuité apaisée, donc les ouvrages qui ont été identifiés comme prioritaires, sur lesquels agir. Donc c'est quelque chose qui s'est fait en concertation avec les parties prenantes et il est prévu de renouveler cette concertation à tous les stades des actions. C'est-à-dire que là, il y a eu une réflexion un peu globale à l'échelle des départements et des grands linéaires de cours d'eau. Mais pour chaque ouvrage, à chaque fois qu'il y aura un projet qui commencera à se mettre en place, il y aura une information auprès du public et afin de faire participer toutes les parties prenantes. Bon, merci Adeline d'avoir dépanné. Nous nous excusons pour ces problèmes techniques et ces questions de décalage. Et effectivement, la question était peut-être plus sur la question que ces ouvrages retenaient l'eau et effectivement avaient une vocation éventuellement pour pouvoir permettre de stocker de l'eau. Bon, ce n'est pas qu'une question de continuité, de rétablissement de la continuité, mais c'est vrai que ces ouvrages-là auraient pu aussi avoir un intérêt en termes de stockage de l'eau. Je crois qu'on ne va pas débattre de ça, ça serait un petit peu long à discuter de ça. Je préfère, si ça vous convient, passer à la dernière intervention, puisque nous sommes légèrement en retard.